permettez-moi d'avoir une pensée, pour commencer, pour notre ami Alain Bergougnou, qui pendant très longtemps a animé ces rencontres de la Fondation Jean Jaurès, que connaît bien Jacques Lang, et qui, pour raison de santé, ne pouvait pas être présent ce jour. Donc nous avons le plaisir, avec la Fondation Jean Jaurès, d'accueillir, ou j'allais presque dire, c'est plutôt Jacques Lang qui nous accueille dans cette ville qu'il connaît si bien, et dans ce festival dont chacun sait ici qu'il est un des créateurs. Jacques Lang, donc je ne rappellerai pas l'ensemble des mandats électifs qui ont été les vôtres. Je rappellerai néanmoins que depuis 2013, vous êtes aujourd'hui le président de l'Institut du monde arabe, que chacun connaît, foyer de rencontres de ces cultures. Donc on n'est pas évidemment éloigné du thème d'aujourd'hui, dont je vous rappelle l'intitulé, la culture, image d'un combat. Pourquoi ce thème? Bien entendu, en rapport avec le thème générique de ce 21e festival Histoire, mais surtout parce que, avec Jacques Lang et la Fondation Jean Jaurès, nous avons voulu revenir, au travers de votre témoignage, Monsieur le Président, sur ce paradoxe, et c'est par là que je commencerai cette série d'échanges, d'entretiens, et qui se conclura par des questions de la salle. Ce paradoxe, disais-je, selon lequel aujourd'hui, dans notre imaginaire, un certain nombre de politiques publiques, je pense à la politique du livre, je pense à l'augmentation extrêmement importante des crédits du budget, je pense à la reconnaissance du travail de l'archéologie, on pourrait multiplier les exemples. Toutes ces politiques publiques sont aujourd'hui admises communément comme finalement quelque chose qui est accepté par tout le monde. Et donc on a finalement dans l'histoire cette espèce de sentiment d'une image un peu lisse. Alors qu'en réalité, toutes ces politiques publiques, et ça sera ma première question, sont le fruit de combats politiques. Et donc bien loin de ces images un peu plates, on a en réalité ces images en relief que sont ces politiques publiques quand elles viennent à être mises en œuvre par des pouvoirs publics. Donc ma première question, Monsieur Lang, c'est comment, lorsque vous arrivez aux responsabilités ministérielles, on commençait en 1981, ministre de la Culture, un ministère que vous occuperez de longues années, avec une petite pause, dirais-je, liée aux affres des échéances électorales, entre 86 et 88 bien sûr, et par la suite, comment ces politiques publiques ont-elles émergé, comment ont-elles été mises en œuvre, en quelque sorte, quelle fut leur genèse? Parce qu'elles n'arrivent pas, évidemment, comme le Saint-Esprit tombant sur des politiques publiques, bien au contraire. Donc ma première question, quelle est la genèse de ces combats politiques qui amènent à ces politiques publiques? Merci beaucoup. D'abord, merci à la Fondation Jean Jaurès et on va dire à quel point j'admire le travail que votre fondation accomplit. En cette période où l'on dit volontiers que les idées se meurent, que la gauche s'évanouirait, institutionnellement, oui. On va parler de ce sujet. Mais il y a ceux qui réfléchissent, qui agissent, qui pensent dans la société, ici et là. Encore vu hier soir en me baladant dans la ville de Blois, des jeunes qui prennent en main leur destin, et ça c'est plus important que telle ou telle organisation politique. Et je vous félicite parce que la Fondation Jean Jaurès, depuis des années, accomplit un travail très approfondi de réflexion sur toute une série de sujets. J'invite les personnes qui ne connaissent pas vos publications à se les procurer. Elles sont toujours extrêmement solides, sérieuses, érudites et neuves dans les propositions qu'elles formulent. Merci d'être là, merci de m'avoir invité, merci aux amis qui organisent les rendez-vous de l'histoire, Christophe Deluvel ici présent et d'autres amis. Ces rendez-vous de l'histoire sont nés d'une simple idée, petite, modeste. Le plus dur, c'est convertir les idées en actes. Et il faut dire que les équipes ici ont fait un travail absolument remarquable, année après année. Aujourd'hui, ces rendez-vous de l'histoire sont devenus le top du top, comme on dit en français, des manifestations liées à l'histoire. C'est peut-être la plus importante manifestation mondiale liée à l'histoire. Et je veux dire, j'en suis très heureux.
me retrouver dans cette maison de la magie, que je n'avais pas visité depuis fort longtemps, me touche aussi beaucoup. J'ai eu le bonheur d'assister au salut des dragons, qui sont toujours aussi facétieux. Voilà, bon, alors je réponds maintenant à votre question. Comment dire, c'est très difficile, pas difficile, mais il faut un effort. En effet, vous avez raison d'imagination ou pour se transplanter dans le passé. Et quand on m'interroge, parfois on vous interroge, quel est le bon ministre de la Culture, quel est celui ou celle, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est dans quel esprit, pour accomplir quel dessein, quelle vision. Et ce qu'il y avait d'extraordinaire avec François Mitterrand, c'est que, et avec le Parti socialiste de l'époque, et aussi d'autres organisations politiques, y compris le Parti communiste, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y avait, depuis des années, avant 81, des réflexions, des combats, des luttes contre le gouvernement du moment, et surtout pour faire avancer des propositions et des idées. Et l'ensemble des milieux culturels était traversé de réflexions de toutes sortes. Il y avait des initiatives très fortes, très radicales parfois. Donc, comme vous l'avez dit vous-même, tout cela n'est pas tombé du ciel. Cet effort de réflexion et de combat qui remonte en vérité à la libération. Et parmi les hommes qui ont marqué cette période, il y a eu Jean Villard. C'est lui qui avait mené combat à une époque pour le 1% du budget de la culture. Et il y en avait beaucoup d'autres. Je vais vous épargner tout ça, ce serait beaucoup trop long. Bref, par ailleurs, François Mitterrand, en tant que premier secrétaire du Parti socialiste, souhaitait que la culture fasse partie des ambitions prioritaires de l'éventuel futur gouvernement. Ce n'était pas simplement un joli colifichet, comme aurait dit Nietzsche, accroché à la veste pour faire joli. C'était un sentiment très profond que la culture devait se trouver au cœur, la culture, l'éducation, le savoir, au cœur du changement social. Et il utilisait souvent une formule qui aujourd'hui paraîtrait désuète, mais pour moi pas, mais le socialisme, disait-il, c'est d'abord un changement culturel. Il visait évidemment à la fois l'art, mais aussi l'état d'esprit. Alors, j'ai eu le bonheur de travailler auprès de lui un an et demi avant l'élection présidentielle. J'avais dirigé la campagne pour les élections européennes, et nous avions d'ailleurs organisé un immense événement culturel, je veux dire, et politique, pour clore la campagne, guère imaginable aujourd'hui. Nous avions, avec la petite équipe, organisé un événement dans les hauteurs déjà du Trocadéro. On avait fait venir le London Symphonic Orchestra et les grands leaders de l'époque, les grandes voix de l'époque, Willy Brandt, Mélania Mercouri, se sont adressés à la foule. 100 000 personnes étaient là pour l'Europe et pour le Parti social. C'est-à-dire qu'il y avait quand même toute une atmosphère, un enthousiasme. Alors, sur la question d'une politique publique des arts et de la culture, Mitterrand m'avait demandé, en dehors à côté de cette direction de la campagne, de l'aider à travailler sur ce que pourrait être une politique culturelle nouvelle. Alors, on a carburé, et dans tous les domaines, du cinéma au livre, du théâtre, aux arts plastiques, etc., nous avons sollicité des experts, des artistes, des créateurs. Et finalement, le Parti socialiste était devenu une sorte de ruche ardente, brillante. Puis des colloques, des manifestations ici et là permettaient de marquer des avancées. Bref, lorsque François Mitterrand devient président de la République, notre corps de doctrine, si j'ose dire, c'est un peu prétentieux, est largement forgé, largement façonné.
répète, d'abord cette conviction que ce doit être une priorité, disposant de moyens, de vrais moyens d'action. Nous étions prêts, pas sur tous les plans, mais sur beaucoup de sujets, nous étions prêts à agir, et à agir vite, et ça comptait beaucoup à l'époque, vite et en profondeur. Il nous fallait absolument, face à une opposition qui allait inévitablement renaître, et à des forces aussi d'argent qui allaient se dresser, inscrire dans la réalité des changements, j'ose pas dire irréversibles, mais profonds. Alors pour vous donner une idée simplement, qui montre l'état d'esprit qui était le nôtre par comparaison avec ce qui a pu se produire en d'autres pays ou ici, si je prends, on pourrait au fond raconter l'histoire de la politique, des arts, en résumant ce que nous avons accompli au cours des 3 premiers mois. Et je retiendrai 3 décisions, mais il y en a beaucoup d'autres. Premièrement, vous l'avez dit vous-même, la loi sur le prix du livre, c'est vraiment exprimer une vision disons, radicale, faire prévaloir l'exigence de création, l'exigence sur les préoccupations mercantiles, et il nous fallait contrebattre les grandes surfaces, qui à l'époque c'était, bon, peu importe les grandes surfaces, qui se livraient à une politique de discount, c'est-à-dire de baisse des prix sur les livres, qui ruinait progressivement toutes les librairies. Et sans librairie, point d'éditeur. Sans éditeur, point d'écrivain. Donc par conséquent, la loi sur le prix du livre, c'était une loi destinée à sauvegarder un tissu de 3 ou 4 000 libraires à travers le territoire national. Donc, il fallait faire vite parce que les forces hostiles s'engageaient. Je me souviens d'un débat au Conseil des ministres, dès le mois de juin, François Mitterrand, pour s'assurer que j'étais bien au point, ouvre un débat, je n'y arrivais pas. Et plusieurs ministres de bonne foi se sont engouffrés et on commence à dire « Oh oui, mais ça va coûter trop cher, les prix vont grimper, et le ministre de la consommation, enfin bon, je passe, ce serait très très long à raconter. » Bref, j'ai dit à ce moment-là, devant le Conseil des ministres, c'est maintenant ou jamais. Si nous n'adoptons pas ce texte maintenant, pendant tout l'été, les grandes surfaces vont publier des placards dans la presse, vont mener des campagnes, etc. Et vont réussir à faire basculer complètement l'opinion publique. C'était assez impopulaire. L'idée qu'on avait fixé un prix unique, c'était quand même pas évident. Bon, bref, j'ai été suivi et on a même réussi, mais c'était grâce à l'état de grâce, à faire voter, ce qui n'est pas du tout évident, la loi à l'unanimité. Mais là, le combat ne faisait que commencer parce que les grandes surfaces en question ont refusé d'appliquer le texte. Il a fallu aller, finalement, ils nous ont traduit devant la Cour de Luxembourg, on a failli être retoqué. Enfin, bon. Première décision, la loi sur le prix unique du livre. Deuxième décision, le doublement du budget de la culture. Nous avions fixé comme horizon 1%, et Mitterrand m'a dit très justement, 1% on ne pourra pas d'un seul coup, et vous ne sauriez que faire de votre argent. Donc, on décide, il avait raison, c'était un gâchis, mais vous avez fixé très haut la barre pour gagner la bataille. Donc le doublement, c'est sans précédent qu'une administration, sauf peut-être le ministère de la Guerre en période de guerre, mais c'est autre chose. Et troisième décision, il y en avait beaucoup d'autres, la note que je lui adresse au mois de juillet, disant, marqué objet, le Grand Louvre, et si nous décidions de consacrer la totalité du palais du Louvre au musée. Et si nous décidions de faire partir le ministère des Finances, qui occupait toute l'aile de la rue de Rivoli. Et il m'a répondu, sa belle écriture, bonne idée, c'était typiquement mitterrandien, c'est-à-dire, bon, bonne idée, mais difficile à réaliser comme toutes les bonnes idées. Il voulait dire par là, on y va, mais
C'est quelques exemples, il y en aurait beaucoup d'autres à citer. Alors justement, puisque vous parlez de cette transformation d'une partie du ministère de l'économie en ce qui est aujourd'hui devenu le musée du Louvre, que chacun ici connaît, et auquel cas on sait ô combien cela a été difficile, ça m'amène d'ailleurs à poser une autre question. Vous étiez ministre de la Culture, mais vous avez une vision assez, j'ose le mot, un peu impérialiste vis-à-vis de vos autres collègues ministériels, puisque vous considériez, à raison, et vous l'avez incidemment dit en parlant de l'éducation, que la révolution culturelle que vous appeliez de vos voeux ne pouvait pas se limiter au seul crédit du ministère de la Culture. En tous les cas, ne concernait pas simplement l'administration du ministère de la Culture. Et donc vous aviez d'ailleurs été à l'initiative de conventions, de politiques publiques menées de concert avec d'autres ministères. Je pense évidemment au ministère de l'Éducation, je pense également au ministère de l'Intérieur avec les prisons. Bref, vous aviez une vision assez envahissante pratiquement des autres portefeuilles ministériels. Est-ce que ça ne va jamais être très facile, quand bien même on peut avoir de bonnes relations avec les ministères de l'époque. Est-ce que c'était partie prenante, une volonté assumée de votre part? Comment cela se passait-il aussi avec vos collègues? Parce qu'aujourd'hui, je pense à toutes les classes culture qui ont été mises en place dans les collèges, les options culture qui ont au cinéma, etc., qui ont été mises en place dans les lycées. Tout ceci nous apparaît bien souvent comme des évidences, et pourtant, cela n'était pas le cas, évidemment, au début des années 80. Comment ça se passait avec les autres ministères à cette époque? Oui, disons que j'ai souhaité, en accord avec François Mitterrand, accomplir, j'allais dire, deux élargissements, en quelque sorte. L'un, à l'intérieur même du ministère de la Culture. Dès que l'art et la culture ne se résumaient pas à la seule culture classique, très importante, qui méritait d'ailleurs d'être soutenue et encouragée, notamment l'art lyrique, notamment la musique classique, notamment la formation des élèves, mais s'élargissent à d'autres domaines qui étaient considérés comme marginaux ou extérieurs. Je cite en vrac la bande dessinée, l'art du cirque, le design, la mode, enfin, beaucoup d'autres choses que nous avons progressivement inclus dans notre domaine d'intervention. Ça, c'est une première chose. Le deuxième élargissement tenait à cette conviction que je rappelais tout à l'heure. La culture, selon nous, ce n'était pas l'affaire seulement d'une administration, d'un ministre. C'était tout un changement de la société. Et j'avais utilisé cette formule dans mon premier discours devant l'Assemblée nationale en octobre-novembre 81, en présentant le budget, le premier budget. Mon rêve, ce n'est pas qu'il y ait dans ce gouvernement un ministre de la Culture et un seul, mais qu'il y ait, on était une quarantaine, je crois, 40 ministres de la Culture. Et dans chaque domaine, nous pouvions inoculer, non pas le venin, mais inoculer le désir, l'envie de beauté, d'harmonie, etc. Et en effet, ministre par ministre, ministère par ministère, nous avons agi très vite. Vous évoquiez à l'instant les prisons. Avec Bellater, nous avons réussi à introduire des petites bibliothèques qui n'existaient pas dans les centres pénitentiaires, ou la télévision, ou la radio, ou la musique. Avec le ministre de l'Éducation nationale, même chose. La résistance parfois était grande parce que, bon, mais petit à petit, je ne veux pas résumer les choses, c'est trop long. Avec le ministère des Armées aussi, avec Charles Edru, nous avons même créé un chœur de l'armée rose. On n'a pas appelé ainsi nous-mêmes. C'est la presse, pour se moquer de nous, qui avait utilisé cette formule. D'ailleurs, il existe toujours, ce chœur. Toujours. L'armée rose? Oui. On ne l'appelait pas comme ça, d'ailleurs, s'il ne s'appelait pas comme ça. Il reste au moins un cœur. Il reste un cœur, voilà. Avec du cœur. Et l'économie. Parce que nous pensions aussi que l'économie et la culture devaient
s'épauler mutuellement dans tous les domaines, disons, de la facturation mentale, des textiles, du design, de l'architecture, etc., etc. Il n'y a pas aucun ministère n'a échappé, si j'ose dire, à notre incitation. Mais ne croyez pas que j'utilisais mon lien avec Mitterrand pour imposer quoi que ce soit. Tous étaient très heureux, parce qu'il y avait une conviction commune à tous les ministres. C'était une équipe qui y croyait vraiment, puisqu'on avait milité tous ensemble pour que la culture devienne une priorité nationale. Et donc ils étaient très heureux d'apporter leur contribution. Et puis, un autre point, c'est dans le même esprit, nous avons lancé, vous savez, quelques grands travaux en France avec Mitterrand, avec François Mitterrand, et je me suis beaucoup bagarré, j'abusais peut-être de l'amitié qu'il me portait, pour le convaincre d'élargir ses travaux à des réalisations qui relevaient d'autres ministères. Par exemple, reprendre le chantier de la Cité des Sciences. Ou bien encore, rénover la grande galerie du Muséum d'Histoire naturelle. Ou bien encore, restaurer ce magnifique musée, mais complètement en poussière, des arts et métiers. Et plus globalement, d'ailleurs, la culture scientifique a occupé une grande place dans notre action en lien avec le ministère de la Recherche, un peu partout à travers le territoire national, y compris ici à Blois. Donc je me perds parce que je vais tout dire en quelques instants. Donc vous étiez un ministre un peu impérialiste? L'impérialisme, naturellement. Il faut bien taquiner un peu quand même. Hein. On peut le dire ainsi, mon tempérament est celui que vous connaissez, mais j'avais aucun mal, ce n'était pas un impérialisme par la contrainte, ce n'était pas une armée qui venait envahir, tous étaient volontaires, tous étaient désireux, il y avait un enthousiasme collectif. C'était la victoire de Gramsci, en réalité. La victoire de la culture. Vous avez tout à l'heure fait référence, en abordant la question rapidement de la loi sur le livre, de son importance sur l'ensemble du système économique, et notamment de la possibilité pour les auteurs d'exister et de vivre de leur art. Il y a une autre loi que vous avez fait voter à cet égard extrêmement importante, qui est la loi qui protège les droits d'auteur et des ayants droit de 1985. Pourquoi je viens à ça? Parce que c'est une loi qui aujourd'hui subit depuis quelques années des assauts liés en réalité à l'évolution des modes de production et de consommation des biens culturels, notamment évidemment avec l'Internet, les nouvelles industries culturelles que sont les GAFA, etc. Et il y a d'ailleurs, en ce moment, depuis plusieurs années, et ça s'est sanctuarisé il y a quelques mois lors d'un vote du Parlement européen, un véritable débat et un véritable enjeu sur la préservation de ce modèle économique permettant aux auteurs de vivre de leur création. Comment vous... Là, je repasse un peu du côté d'actualité, mais comment vous voyez ces transformations, et est-ce que vous faites vôtre les craintes de certains milieux artistiques sur ces évolutions justement qui pourraient mettre à mal ce système économique que vous avez contribué à sauvegarder, à sanctuariser et finalement à accompagner dans sa croissance et finalement de ce qu'il est encore aujourd'hui? Oui. Je trouve, si vous voulez, qu'en deux mots, qu'on manque, même s'il y a eu quelques efforts de la ministre de la Culture et du président de la République, notamment à Bruxelles, je trouve qu'on manque encore d'une détermination et d'une volonté forte pour assurer une véritable régulation nationale et internationale face à ces monstres que sont les GAFA, Amazon, Google, etc., etc. Je suis convaincu que nous devrions, que nous pourrions obtenir d'abord, le système fiscal est inadmissible, que ces gens-là ne payent pas d'impôts, quasiment pas, c'est inadmissible. C'est une insulte à nos pays.
D'autre part, on doit essayer de réfléchir. Hier, je me baladais avec Christophe dans le salon des livres. Quelqu'un me disait, un libraire me disait, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas imaginer pour Amazon un système de quantum, une partie de commande qui puisse se faire sur Amazon et l'autre partie non. On l'a bien fait pour les salles de cinéma, on l'a bien fait pour la télévision, etc. etc. Je ne sais pas comment techniquement on peut s'y prendre. Bref, c'est plus difficile qu'avant, c'est clair. Mais raison de plus pour être beaucoup plus volontaire et déterminé. On ne peut pas laisser, la librairie française, la librairie en général doit être absolument préservée. Il faut encourager très solidement, ça se fait un peu déjà je crois, les regroupements de libraires pour les faciliter les commandes, pour obtenir le même service que ceux qui sont vendus par Amazon. Et ça marche, dans certains endroits, assez bien. Donc vous avez raison, je pense qu'aujourd'hui, il faut se bagarrer. Mais, disons, déjà à l'époque, moi j'ai dit plusieurs fois, malheureusement, dans les yeux européens, dans ce domaine, la commission a toujours été, sauf quand Delors l'a présidé, un ennemi de la culture. Un ennemi de la culture au sens où ils veulent imposer à un domaine dans lequel on ne peut pas assimiler un livre à un tube de pâte dentifrice. Ils veulent imposer des règles qui ne sont pas celles de la création, ni pour le cinéma, ni pour le livre, ni pour le reste. Donc, ils n'ont pas changé. C'est pourquoi il faut absolument que la France soit à la tête du combat et montre les dents. Et éventuellement prenne des mesures unilatérales. Je ne sais pas comment c'est possible juridiquement. Mais maintenant, ça suffit. On ne peut pas continuer à accepter cette submersion, cette invasion, cette domination. Nous voulons vivre libre, nous voulons vivre, il faut que les artistes, les créateurs puissent disposer d'une véritable liberté de création. Et les systèmes dont on parlait, je reconnais leur commodité, je reconnais aussi qu'ils facilitent l'accès à des connaissances. Il ne s'agit pas de les briser, c'est pas possible. Mais il faut introduire des règles et les imposer avec... et seule la volonté pourra y parvenir. Il y a un point aussi... il y a un point extrêmement important dans votre action ministérielle, tout au long de ces années 80 et début des années 90, parallèlement à la reconnaissance et à la montée en puissance des collectivités territoriales dans notre pays, changement majeur, je vais dire presque copernicien par rapport à notre propre histoire dans ce vieux pays centralisé, dirons-nous, qui est donc cette reconnaissance des collectivités territoriales. Vous avez à cet égard mis en place, vous en avez d'ailleurs cité quelques-unes, des institutions dans un certain nombre de domaines artistiques. Je pense évidemment au centre du cirque à Marseille, la bande dessinée à Angoulême, les créations industrielles à Châlons, la magie ici, dans cette salle où nous sommes, mais la photographie aussi à Arles. Bref, vous avez multiplié ces instituts d'excellence en province. Et parallèlement, vous avez initié, accompagné, multiplié des conventions avec nombre de collectivités territoriales. Bref, vous avez, je pense aussi au DRAC, je pense aux fonds régionaux, etc., etc. Vous avez donc multiplié ces politiques publiques en quelque sorte d'accompagnement, de mise en relation, de facilitation, de la prise en compte des pratiques culturelles, des problématiques culturelles par l'ensemble des territoires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Paris et les deux airs français, en matière culturelle, et on est bien placé ici à Blois pour le savoir, n'est plus une réalité. Et vous aviez cette phrase, que je cite de mémoire, que vous aviez dite à Dominique Jamais, que chacun connaît ici, dont on a parfois un peu oublié l'inclination politique au début des années 80, à la fin des années 70, où vous lui disiez, quand vous veniez d'arriver aux responsabilités, rue de Valois, je ne vous dirai rien sur le ministère, sauf que l'on réussisse au point de se passer du ministère de la Culture. Donc je vais avoir une question un peu taquine,
peut-on aujourd'hui se passer du ministère de la Culture? L'échange que vous citez avec Dominique Jamais, bon, c'était, je sais pas, toutes les premières heures, tous les premiers jours de mon arrivée à Villevallois. Je ne voulais absolument faire aucune déclaration. Je ne fais jamais, où que je sois, quand on me confie une responsabilité, il faut d'abord travailler, d'abord être capable de dire des choses concrètes. Donc je refusais de voir des journalistes, lui je le connaissais un peu, il venait me dire bonjour, on va dire bonjour. Et il me dit, mais dites-moi quelque chose quand même. Mais je lui dis, essayez de... Nous aurons réussi, pour l'instant on n'a rien fait. Si la société était devenue telle qu'elle puisse se passer d'un ministère de la Culture, je voulais dire par là, nous aurons réussi si une sorte de cinétique s'était mise, se mettait en mouvement partout, parmi les citoyens, dans les collectivités, à un point tel qu'on puisse se passer de l'État. D'ailleurs, c'était, de la manière, le rêve communiste, je dirais, quand on le prend dans un sens, dans le bon sens. Oui, dans le sens de la préface de Engels au texte de Marx sur la Commune de Paris, quand il évoque justement la disparition de l'État. Je reviens maintenant sur Terre. Vous avez parfaitement montré que, effectivement, ce fut peut-être l'un des plus grands changements qui soit dans ce pays ultra centralisé. C'est que, non seulement nous, même depuis Paris, en accord avec les municipalités, décidions d'implanter des institutions nationales, à Marseille, à Arles, ici et là. Deuxièmement, nous renforcions les directions régionales des affaires culturelles, qui étaient pour ectoplasme, pour en faire des lieux d'impulsion et de dialogue avec les départements, les régions, les villes, les communes. Et domaine par domaine, nous avons en effet conclu toute une série de contrats, de conventions, pour contribuer à impulser des politiques locales, définies par les maires ou les présidents de région ou de département. Et puis, par ailleurs, il y avait aussi d'autres mesures assez complexes. La politique des bibliothèques, par exemple. Songez qu'il y avait 3 sous au ministère de la Culture pour la construction de bibliothèques. Les bibliobus qui sillonnent les départements avaient été créés à la Libération. Il n'y avait pas 30 départements qui avaient été dotés. Donc on a décidé de les réaliser immédiatement tous. Bibliothèque des villes, c'était souvent à l'abandon ou sans bibliothèque. Il n'y avait pas la perception en plus que c'était essentiel à la vie intellectuelle. Bref, on a dégagé des crédits très importants et on a engagé les villes qui s'y sont prêtées avec beaucoup d'enthousiasme. Et aujourd'hui, nous avons un réseau de bibliothèques assez extraordinaire, je crois. Ici même à Blois, évidemment, la bibliothèque de l'abbé Grégoire est aussi dans la ZUP. Et je salue le maire qui est présent parmi nous et qui fait un travail remarquable pour la culture dans la ville. Et j'ai vu encore hier soir à quel point il a transformé heureusement cette ville. Et alors tout cela, évidemment, a créé un élan. Et c'est vrai que aujourd'hui, on rêverait que la Fondation Jean Jaurès, par exemple, ou une équipe de journalistes, ou une équipe du CNRS, puisse, à la manière de l'encyclopédie de Diderot, raconter ce qui se passe, ville par ville, commune par commune, département par département. Moi, je suis fasciné par l'ampleur, l'originalité des initiatives de toutes sortes qui surgissent, dont on parle peu parfois. Et ça, c'est vraiment peut-être le plus réjouissant de tout, c'est que ce pays où nous sommes est un pays de d'efflorescence incroyable. Hier soir encore, je rencontrais un groupe de jeunes qui me racontaient leur travail de coworking, c'est ça, autour de l'image, autour du cinéma, c'est fantastique. Et ainsi de suite. Je croisais
Nancy Houston, qui est de vos invités, son fils a créé, il a son métier, mais il a créé un festival près d'Angers, je crois, assez étonnant, avec des jeunes amateurs. Mais partout, il y a des choses merveilleuses qui s'épanouissent. Et je ne dis pas qu'on pourrait se passer d'un ministère de la Culture, mais aujourd'hui, c'est moins grave qu'en 81. Parce que cette cinétique s'est produite. Et puis les villes ont pris le relais, pas toutes, mais beaucoup, les régions, les départements, etc. etc. Et puis le mécénat a apporté aussi un complément, parfois trop tourné vers les grandes machines et pas assez vers des choses les plus modestes. Mais néanmoins, il faut un ministère de la Culture fort, notamment pour régler la question de la régulation des industries de la culture et de la politique européenne. Et puis, il y a probablement des choix aussi à faire de personnes, de responsables, d'institutions nationales. Au cours des dernières années, on n'a pas toujours fait des choix très heureux, je ne citerai aucun nom. Mais franchement, exactement. C'est pas le seul, c'est pas seulement le gouvernement actuel qui est en cause. Le précédent a fait des choix parfois très particuliers, très étranges. Il ne portait pas à la tête d'institutions les plus brillants, les plus doués ou les meilleurs. Il y a eu quelques-uns quand même. Bref, il faut un ministre de la Culture, c'est clair. Donc il faut un ministre de la Culture, si je rebondis sur cette question, parce que j'avoue, comme vous, on est assez éberlué par le dynamisme des territoires en matière culturelle. On voit bien que ça participe du travail d'identité, de notoriété de ces territoires, que ça a une incidence également sur le dynamisme économique. On l'oublie parfois, mais l'industrie culturelle est une industrie extrêmement forte économiquement et donc financièrement, budgétairement dans notre pays. C'est une des caractéristiques, et notamment grâce à l'ensemble des lois qui ont pu être mises en place. On passe très rapidement sur les quotas du cinéma, par exemple, de l'industrie de la télé, etc., qui, quand même, qui vous doivent pour beaucoup et qui ont permis à cette industrie cinématographique de continuer à exister en France, ce qui n'est plus le cas, par exemple, de l'autre côté des Alpes. Et ça, on sait bien que c'est dû à un certain nombre de décisions qui ont été prises au début des années 80. Bref, il y a quand même un dynamisme culturel dans l'ensemble des territoires. Et on a presque le sentiment que ce dynamisme aujourd'hui, qui était le vôtre au tout début des années 80 d'impulsion, a été repris par les collectivités territoriales, et que finalement le ministère de la Culture, si je vous suis, n'a plus qu'à être un instrument de régulation, de bonne mise en place des règles juridiques, des nominations pour les grands instituts nationaux. Donc j'ai bien compris qu'il fallait en quelque sorte retrouver raison dans les nominations qui pouvaient être faites aux instituts nationaux liés au ministère de la Culture et passer sur ces quelques dernières années. Bon. Donc finalement, le rôle d'impulsion qui avait pu être le vôtre au ministère de la Culture apparaît moins nécessaire aujourd'hui qu'il ne pouvait l'être au début des années 80, parce que finalement vous auriez réussi ce que vous vouliez faire au début des années 80. Vous pouvez parler, peut-être j'étais un peu trop caricatural. Non, aujourd'hui, nous avons besoin d'abord d'un ministre de la Culture, d'un ministre de la Culture qui, en lien avec le Quai d'Orsay, mène une politique offensive dans le monde. Pas francophonie, mais il ne suffit pas de le dire, il faut agir. Et là aussi, ça faisait partie de mon impérialisme, pour employer votre expression. Nous étions très présents sur le front international avec l'accord du ministre en charge des Affaires étrangères. On a inventé à l'époque les idées d'années croisées. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait reprendre le flambeau pour assurer une plus grande présence française ou franco-internationale dans beaucoup de pays. D'autre part, je pense qu'un ministre de la Culture, c'est aussi une parole, un discours, exprimer ce qu'est la volonté nationale, la volonté des citoyens, celle
celle des créateurs. Et puis, il y a quand même beaucoup de domaines qui sont un peu à l'abandon. Par exemple, dites-moi, éclairez-moi, je ne sais pas où ça se passe, qui aujourd'hui s'occupe de la question si importante de l'architecture et de l'urbanisme. Qui? Est-ce le ministère de la Culture? Est-ce le ministère au nom étrange de la cohésion des territoires, c'est ça? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce quelqu'un d'autre? Disons, en tout cas, peu importe le ministère, il faut absolument, le ministère de la Culture ou pas, que l'architecture, je dirais au-delà même, l'harmonie visuelle dans les villes, les campagnes, la politique du paysage, tout ça reprenne de la vigueur. Pour ça, il faut qu'il y ait une politique nationale. Il faut une politique nationale. Et il faut aussi d'ailleurs que dans l'éducation nationale, on puisse faire pénétrer aussi cette éducation visuelle qui permette aux futurs citoyens de mieux saisir, de mieux comprendre et de mieux juger, de mieux proposer par rapport à ce qui se construit, ce qui s'édifie. Donc là, il y a aussi un grand manque aujourd'hui, qui ne date pas d'ailleurs de ce gouvernement, ça date depuis plusieurs années. Donc moi, je rêverais que, en effet, dans le domaine de la politique culturelle internationale, dans le domaine de l'architecture, de la création industrielle, de l'urbanisme, du paysage, il y ait à nouveau une politique forte. Et puis, il y a aussi cette question vitale, pour laquelle les ministres ont pris quelques initiatives récemment. C'est mieux que pas, mais pas assez forte, à mon avis, sur la présence de l'art et de la culture à l'école. Là, c'est un sujet capital. Ça suppose une entente parfaite entre les deux administrations, les deux ministres, parce qu'il ne s'agit pas simplement que ce soit pour faire joli. Il faut que ça fasse partie des, comme disent les gens de l'éducation, des fondamentaux. Ce que nous avions fait avec Catherine Casca en 2000-2002, le plan que nous avions adopté, faisait de l'art et la culture un fondamental de l'école. La formation des maîtres en faisait partie, des horaires particuliers, ils étaient affectés, les programmes les incluaient, la présence d'artistes ou d'écrivains, les crédits aussi, l'accompagnement qui était très important, les postes. Bon, ça c'est quelque chose de vital pour l'avenir culturel du pays, de nous donner aux enfants, en plus c'est une exigence sociale, je dirais, pour les enfants dont les parents n'ont pas la possibilité de les envoyer au musée ou je ne sais où. Donc pour moi c'est un combat pour lequel il faudrait un vrai, alors je ne sais pas si c'est le ministre de la Culture ou pas, on a un vrai gouvernement. Une vraie parole politique, en quelque sorte. Une vraie parole, comme vous-même aimiez à vous présenter, d'un réaliste révolutionnaire. Je vois l'heure tourner et j'aimerais quand même, pour respecter les horaires auxquels je me suis engagé auprès de Jack Lang, vous donner la parole pour prendre quelques questions, 2-3 questions à chaque fois, et puis vous me faites signe, un micro se balade pour vous donner la parole. J'en prends 3, et ensuite Jack Lang y répond. Monsieur? Oui, est-ce qu'il faut un ministre de la Culture pour inciter ou pour imposer l'ouverture des bibliothèques le dimanche? Première question. Deuxième question. C'est sur l'architecture. Monsieur le ministre, à Blois, en 1990, vous avez déclaré que la basilique de la Trinité était un monument historique. Pour quelle raison vous avez sollicité que ça devienne un monument historique? Deuxième question. Troisième question, puis après, Jack Lang vous répond. Oui, il y a un domaine qui n'a pas été nommé dans l'art, et pourtant vous avez fait des choses remarquables, c'est la musique. Et notamment la fête de la musique, qui s'est étendue même au-delà des frontières nationales. Et je voudrais faire un rapport avec ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire la montée des identitarismes en France. Et est-ce que l'on ne pourrait pas imaginer annuellement aussi un week-end consacré à des débats citoyens dans tous les cafés qui le voudraient bien en France, pour
pour aborder librement ces questions de la laïcité, de l'identité, de la nation versus mondialisation, de la tolérance, de la bienveillance, parce qu'il y a vraiment un danger, et donc il y a un changement culturel dans le mauvais sens, politico-culturel, et cela pourrait être peut-être une idée pour débattre de ces différents sujets de façon très populaire. Et même je propose que comme vous en avez à la fois l'expérience et le charisme, que vous pourriez prendre la tête d'une telle initiative. Monsieur le ministre. Votre idée est excellente, mais je pense qu'après tout, vous pouvez demander à monsieur le maire de moi d'accomplir une première expérience sur la proposition ici même. Et le président de l'agglomération essaiera de convaincre ses collègues, monsieur Christophe de Gueule. Non, votre idée est bonne, mais bon, je ne manque pas d'occupation à la tête de l'Institut du monde arabe. Surtout que là encore, j'ai tendance à m'élargir des dimensions vers l'Afrique, vers l'Asie, vers l'Amérique latine, vers l'Europe. Et donc tout ça me donne. J'ai l'air de me donner beaucoup de travail, c'est parce que j'aime ça. Alors, bibliothèque, je voudrais poser la question à monsieur le maire, ou à monsieur le président de l'agglomération. Est-ce que vous ouvrez vos bibliothèques le dimanche? Non. Alors, la réponse ne met pas en cause, à mon avis, l'agglomération de Blois, ni le maire de Blois. D'abord, c'est une illusion. J'aime beaucoup M. Éric Orsena, qui a été chargiste un ami, qui était conseiller de François Mitterrand. Mais je lui ai dit, quand il m'a demandé de faire un rapport sur l'ouverture le dimanche, mais d'accord, mais c'est pas l'État. Moi, je vois que vous ayez de l'argent caché. Parce que ouvrir le dimanche, ça veut dire payer les personnes. Il y a une institution, peut-être d'ailleurs qu'il faut réfléchir, une institution qui, avant que ce rapport ne soit publié, qui a ouvert la bibliothèque le dimanche, c'est l'Institut du monde arabe. Si vous voulez demain, à Paris, c'est mieux ici. C'est mieux, je veux dire, le rendez-vous l'histoire. Le dimanche d'après, vous verrez que c'est ouvert tout le dimanche et c'est plein à craquer. Mais je ne suis pas sûr que ce soit nécessairement l'idée révolutionnaire du moment. Simplement, l'État ne peut pas dire « je veux » et vous faites. S'il n'y a pas un accompagnement, s'il n'y a pas une incitation. Je ne suis pas contre, mais voilà, je serais curieux de savoir s'il y a eu beaucoup de villes qui ont suivi cette instruction d'État. Pardon? À Chartres. Ah, bravo, là aussi. Ça se fait, c'est bien, c'est bien. Il n'y a pas grand monde, ça c'est bizarre. C'est que les gens ont d'autres loisirs. Ils vont admirer la cathédrale sur tous les angles. Et la deuxième question, c'est sur la basilique. Ah oui, le monsieur qui pose la question est une personne que je connais bien, monsieur Lafont, dont j'admire la personne et la famille. Et oui, on a classé cette basilique. Mais disons-le, j'ose dire que j'ai été je ne sais pas comment ça se dit, on ne dit pas un classificateur, un classeur. J'ai été un décideur fanatique, je peux dire, entre guillemets, de l'inscription au monument historique et des classements. Pourquoi? Parce que j'avais, comme beaucoup d'entre vous, été choqué, heurté, blessé, outragé par la façon dont, dans les années 60-80, pas seulement en France, on a démoli, cassé, détruit toute une partie du patrimoine du 19e siècle et du 20e siècle, le patrimoine industriel et le reste. Nous avions été heurtés par la destruction des Halles de Baltard à Paris. C'est un crime contre l'histoire, c'est un crime contre la beauté, c'est une monstruosité. Donc, je me suis dit, le jour où j'aurai un peu de pouvoir, je vais essayer de protéger le maximum de choses. Et d'ailleurs, je crois, il faudrait vérifier, que ma première décision de maniaque de la
classement, c'était ici. Quand j'ai appris, mais quelques heures après mon arrivée, je ne sais pas qui m'a informé, que le maire de l'époque était un homme tout à fait estimable d'ailleurs, de grandes qualités humaines et qui avait joué un grand rôle dans la résistance, bon, avait eu cette idée de raser la Logran. Je ne sais pas si les anciens Blésois s'en souviennent. Et d'y construire, je ne sais plus quoi, un centre social. Il y a toujours, on donne toujours de bonnes raisons pour toucher le cœur des gens. On va le faire pour l'emploi, on va le faire pour une chose sociale. Finalement, les bulldozers étaient autour. Et j'ai pris une décision en urgence, ce qui a provoqué évidemment des réactions très brutales de la part du maire. Je comprends. Pourquoi je réponds? Ah oui, mais non, cette église mérite en effet une construction très originale. Monsieur Lafont, vous pourriez en parler beaucoup mieux que moi, vous la connaissez. Et je suis très heureux qu'elle soit classée. J'espère que les monuments historiques s'y attachent avec affection et attention. C'est tout à fait en cours. Le classement n'est pas assuré? Non. Vous assurez que les services de l'État s'occupent de cette basilique à travers la DRAC. Ah bon, d'accord, très bien. Donc la DRAC joue son rôle. Exactement. D'accord, nous voilà rassurés. Est-ce que j'ai le droit de dire quelque chose qui est hors sujet, mais parce que pudeur ne sera pas offensé, c'est que le frère, M. Lafont, est un homme absolument admirable, lui aussi. C'est vrai. Non, c'est vrai. Ce sont des gens qui ont un cœur d'or. Et Père Lafont, comme on dit, votre frère, je l'ai rencontré la première fois à Soweto, en Afrique du Sud, à l'époque de l'apartheid. Il était le curé de l'église de Soweto. Et c'était un blanc. Et il avait la confiance de tous les gens. Et quand, après l'élection de Mandela, François Mitterrand et moi-même et d'autres sont allés en Afrique du Sud, nous avons été reçus par votre frère à Soweto. Et aujourd'hui, il est, je l'ai retrouvé un jour là-bas, il est l'évêque, je n'en croyais pas mes yeux, ici, l'évêque de l'évêché de Cayenne, c'est ça? En Guyane, oui. En Guyane. Alors encore 3 questions, il y en a une au premier rang. Au premier rang, s'il vous plaît, d'abord. Vous avez vu monsieur d'abord, et ensuite monsieur avec la chemise rouge et orange. Je ne vois pas bien qui. Permettez, je vais me permettre de supposer. Vous êtes le ministre de la Culture en exercice et vous venez de lire le rapport du GIEC. Quel rapport faites-vous? Quelle passerelle établissez-vous entre votre ministère de la Culture et l'Environnement? Deuxième question. Oui, est-ce qu'on n'a pas des soucis sociaux à se faire quand on a des gouvernements qui considèrent la culture comme un vernis et non pas comme la trame d'un tissu? C'est-à-dire qu'en fait, la culture, c'est pas de la surface, c'est pas de l'apparence, c'est ce que disait M. Jacques Lang, un état d'esprit, la trame vraiment du tissu, ce qui permet à une société de tenir. Et troisième question au milieu de la salle. Allez-y, monsieur. Les jeunes générations sont beaucoup plus concernées par notamment tout ce qui est informatique et médiatique. Est-ce que justement la culture, la diffusion de la culture ne devrait pas faire un effort plus conséquent à ce niveau-là? Parce que les bibliothèques, c'est très bien, mais est-ce que les jeunes générations sont encore sensibles à la lecture et à la lecture sur papier? D'ailleurs, on appelle de plus en plus maintenant, et depuis plusieurs années, comme des médiathèques. L'évolution du terme dit des choses, quand même. Monsieur le ministre, 3 questions. Oui, mais sur la première, je dirais simplement, je vous réponds oui, et je le prouve. C'est-à-dire que la loi sur le prix unique du livre, c'est, sauf erreur de ma part, la première loi d'écologie culturelle. En ce sens que l'État, la puissance publique, la société ont fait prévaloir sur le profit à court terme une exigence à long terme de préservation
de la création littéraire. Et c'est ça, au fond, la relation. Bon, je ne sais pas si je comprends complètement ce que Nicolas Hulot a voulu dire lorsqu'il a quitté sa fonction, mais ce lien entre économie et écologie doit exister aussi entre économie et culture. Et comme je l'ai souvent dit, on ne peut pas sacrifier la culture à l'économie, mais il peut y avoir une économie de la culture créative, inventive et protectrice. C'est aussi l'environnement. Pas une façon de dire, c'est l'environnement. C'est un état d'esprit plutôt. Est-ce qu'on est capable ou non de résister à la dictature de l'instant? Est-ce qu'on est capable ou non de résister au consumérisme ambiant? Est-ce qu'on est capable ou non de sauvegarder l'éternité, ou en tout cas la durée, un monument en péril face à des exigences immobilières? C'est le même état d'esprit que pour les questions d'environnement. Il faut regarder plus loin le bout de son nez et préserver l'avenir. D'abord un état d'esprit qu'il faut inculquer dans la société pour faire accepter des décisions qui provisoirement peuvent être impopulaires. Et je vous assure qu'au début, si on avait fait comme aujourd'hui des sondages, des machins et des trucs, la loi sur le prix du livre, elle aurait été condamnée par 70% des gens. Mais un gouvernement, il doit tenir bon. Il doit être la parole du futur, la parole de l'avenir, la parole du long terme face aux dictateurs de l'instant et du profit immédiat. Donc, il y a une question. Vernis ou tissu? Bon, j'ai déjà répondu. Vous avez compris qu'il est pour le tissu. Voilà. Ça, nous l'avions bien compris. Voilà. Et la troisième? Et la troisième sur la place de la lecture, en quelque sorte, Oui. et le fait que les jeunes générations seraient plus sensibles aux tablettes qu'aux livres. Quoi qu'on puisse lire des livres sur tablette, quand même, hein, je vous le rappelle. Mais, en tous les cas, qu'il y aurait une action culturelle à entreprendre vis-à-vis des jeunes générations, si je comprends bien. Je pense que si monsieur le maire ne démentira pas, si vous avez tout à l'heure, on m'avait dit, à la bibliothèque de l'abbé Grégoire, vous y trouverez des livres, beaux livres, vous y trouverez des manuscrits, des documents, vous y trouverez aussi toute une série d'instruments contemporains, modernes. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes qui fréquentent, je crois, la bibliothèque de Blois. Et je ne veux pas dire que c'est gagné d'avance. Une part de responsabilité pèse sur l'école. Et on a toujours pensé qu'il fallait que le mot plaisir, désir, soit présent dans le système éducatif. Faire aimer un livre plutôt que vous dégoûter de 10. Donc là, il y a un aspect de préparation des maîtres à l'apprentissage de la lecture pour ne pas en faire un pinceau, mais pour en faire un bonheur, pour en faire un plaisir. Puis il faudrait rétablir à la télévision quand même des émissions littéraires, il n'y en a plus qu'une seule sur la 5. C'est inadmissible. On appelle ça service public. C'est inadmissible. Et non, moi je pense qu'il y a que la partie n'est pas perdue. Et il y a des jeunes qui se passionnent pour les livres, la lecture, pour la philosophie, etc. Mais le combat, naturellement, n'est pas facile. Raison de plus, pour qu'il y ait pour qu'il y ait à la tête de ces ministères une personnalité éminente. Je veux dire que M. Blanquer fait un bon travail. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait, mais il fait un bon travail. Et Mme Nissen, je ne sais pas si elle restera ou pas, mais c'est une femme qui est très liée à l'édition, en tout cas. Elle a créé, oui, quand même. Elle a créé avec son père une maison d'édition absolument remarquable. Et il y croit. Bon, le reste. Le reste, c'est une histoire politique, des histoires politiques dont je ne veux pas me mêler. Bien, le temps qui nous était imparti est désormais écoulé. Je tiens à vous remercier, à remercier encore Jack Lang d'avoir accepté de participer.
maire de Blois en vous rappelant juste une petite phrase, en fait, toute simple, que nous inspire sans doute cet entretien avec Monsieur le ministre. La culture est un combat. Merci à vous, à toutes et à tous, et Monsieur le maire. Merci, bonjour à tous et à tous. Monsieur le ministre, cher Jacques, nous sommes évidemment honorés de votre présence. Le maire que je suis, plus peut-être encore, parce que la responsabilité qui m'incombe aujourd'hui, et j'avais eu l'occasion de l'écrire au lendemain de mon élection, de notre élection, est une responsabilité qui inévitablement s'appuie aussi sur l'histoire, le passé et tout ce que vous avez pu, comme d'autres de vos prédécesseurs, porter ici, marque évidemment une empreinte forte. Et à travers les échanges que vous avez eus sur l'action qui fut la vôtre au niveau national, nous sommes évidemment ici sur ce territoire, au-delà de Blois d'ailleurs, à même de mesurer tout ce que vous avez pu initier, impulser, porter et inscrit heureusement, en tout cas ici avec Christophe de Goël, nous nous y attachons et tous les collègues élus, inscrits à jamais, je l'espère, dans l'empreinte de notre vie. Nous avons eu la chance de vous voir ici dans des responsabilités importantes. Vous avez marqué le territoire, pas seulement dans le domaine de la culture, je dois le dire, et donc vous avez aussi contribué à faire ce qu'est Blois aujourd'hui. Nous avons fait le choix cette année d'éditer un nouveau livre, un nouvel ouvrage, pour mettre en valeur les richesses de notre territoire, de notre ville, de notre agglomération. Et donc je voulais vous l'offrir. Vous êtes le troisième à qui je l'offre, puisqu'il est revenu chez l'imprimeur avant-hier. Donc le premier à avoir pu en bénéficier, c'est le ministre de l'Éducation hier, à qui je l'ai remis. Le deuxième, c'est il y a une heure, Pierre Micheletti, ancien président de Médecins du Monde. Vous êtes le troisième, et donc j'ai plaisir à vous remettre ce livre qui traduit ce qu'est Blois aujourd'hui, dans ses richesses patrimoniales, historiques, culturelles. Mais dans tout cela, le patrimoine, c'est aussi l'industrie, ce que les femmes et les hommes ont fait de ce territoire. Et évidemment, ce qu'est Blois aujourd'hui n'est absolument pas étranger à ce que vous avez pu donner, initier, apporter. Donc je suis très heureux de vous le remettre. Ce livre évoque bien sûr tout ce que vous avez pu initier à Blois. Et puis j'espérais votre venue l'année dernière. Pour des raisons personnelles, vous n'avez pas pu venir pour cette 20e édition l'an dernier. Les rendez-vous d'histoire, c'est vous qui l'avez initié avec Francis Chevrier. Nous avons, avec Christophe, essayé de conforter même la position de ce grand événement culturel qui, au-delà du culturel, est aussi un événement qui a un impact économique. Nous avons essayé de conforter toutes les actions que vous avez pu initier. Nous avons aussi pris d'autres initiatives. Je sais que vous êtes un observateur toujours de la vie blésoise, ayant été maire et député de ce territoire. Donc oui, la culture, c'est essentiel. C'est non seulement essentiel, c'est prioritaire. Et malgré les contraintes budgétaires auxquelles nous sommes confrontés, de par des décisions d'ailleurs de l'État, eh bien encore cette année, nous aurons l'occasion de le démontrer, c'est du factuel, le budget de la culture, comme celui du sport d'ailleurs, augmentera encore à Blois. C'est une nécessité absolue, excusez, quand le monde vacille, quand il va mal, eh bien ce sont des domaines, et je veux saluer l'ambition qui fut la vôtre, partagée avec François Mitterrand en 80. C'est une raison supplémentaire de faire plus. Et pour tout cela, pour tout ce que vous avez apporté, je voudrais aussi symboliquement vous remettre la médaille de la ville, c'est symbolique. En attendant de mieux reconnaître Jack Lang dans la ville pour l'éternité. Non, merci monsieur le maire, félicitations pour tout ce que vous faites, toute votre équipe, vos amis, Christophe naturellement et tout le monde, et les gens de cette ville qui sont très fiers d'être ici et qui sont heureux de vivre dans cette ville de Blois. Voilà, merci, je suis très touché, ce livre me comblera, j'en suis certain. Merci à la Fondation Jean Jaurès. Et puis, vous dire aussi, là, je vais faire un petit peu de publicité pour l'Institut du monde arabe. Si vous venez à Paris, prochainement, il y a une très belle exposition
sur Palmyre, Alep, Mossoul, cité millénaire. C'est une position magnifique.